CKJ 92.5 est fier de vous présenter l'émission L'erreur de La Fontaine. Une heure ensemble où vous entendrez des œuvres de différents artistes, de même que leur rayonnement. De plus, vous découvrirez leur point de vue par rapport à l'erreur de La Fontaine. Bref, 60 minutes de plaisir ensemble avec vos animateurs, Nathalie Tremblay et Gilles Routier. Eh oui, Nathalie. Bonsoir. Bienvenue à l'émission L'erreur de La Fontaine. Une émission légère et sincère qui met en relief le travail et le rayonnement de l'artiste. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Nathalie. Alors, ça va bien? Est-ce qu'on m'entend? Test. On m'entend pas beaucoup. Alors, Petit micro défectueux. Alors, pour terminer notre saison, je tombe sur un micro qui marche pas. Alors, oui, ça va mieux. Alors, on m'entend. Alors, je suis quand même pas l'élément principal de la soirée, puisque nous avons encore une fois un invité de marque. Alors, Nathalie, je te laisse nous présenter notre invité, nous le nommer. Oui. Alors, nous avons Monsieur Patrice Gagnon. Bonsoir. bonsoir. Comment allez-vous, Alors, mon cher Monsieur Patrice? Ça va bien, merci. Je vous remercie de m'inviter. C'est agréable. Les gens qui ne nous voient pas là en ce moment, là, je vais reprendre le plancher un petit peu, excusez-moi. Tout de suite, là en avant de moi, j'ai Gilles Routier, l'animateur, qui est mon ancien directeur. Puis j'ai à côté de moi, la table est complète, vous allez voir. J'ai Marc-André Hout, qui est mon ancien élève, qui était à la console de son. Ça, c'est un hasard assez extraordinaire. Ça, je ne l'avais pas prévu, celle-là. Et une ancienne voisine de, c'est pas Saint-Gédéon, mais Saint-Henri-de-Taillon. Saint-Henri-de-Taillon, Qui est animatrice. Absolument, Nathalie, qui est en ligne avec nous. Donc, Oui. la table est mise pour présenter un peu cette dernière émission de la saison 22-23 de l'erreur de La Fontaine au volet grand public. Alors, nous remercions encore une fois la station CKJ de permettre à des novices et des personnes comme moi et comme Nathalie, qui, en tout cas, moi, c'est mes débuts, pas Nathalie, de pouvoir réaliser un petit rêve et en même temps là, quelque chose de particulier que d'animer une émission de radio. Alors, l'émission, évidemment, pour les nouvelles personnes qui se développe en trois parties. Une première partie où on présente un peu la biographie, on demande à notre invité de commenter ses premières expériences, ses débuts, sa formation, pour arriver à l'artiste qu'il est aujourd'hui et qu'il est devenu. En même temps, on fait jouer quelques pièces qu'il nous a proposées. Alors, on invite tout de suite nos auditeurs et auditrices à porter une attention toute particulière au style de musique un peu classique et en même temps un petit peu particulière qu'il nous a proposé. Alors, découverte musicale, sûrement pour plusieurs de nos auditeurs et auditrices. Et une partie controverse où on demandera à notre invité, est-il pour la version traditionnelle de la version de La Cigale et la Fourmi, fable de Jean de La Fontaine? Ah oui, je suis déjà prêt à répondre. On se calme, on se calme. Alors, ça, c'est vers le milieu de l'émission. Et en fin de compte, on termine un peu avec ses réalisations professionnelles et en même temps ses projets d'avenir et ce qu'il fait actuellement. Alors, on est prêt, Monsieur Patrice? On peut y aller. D'accord. Alors, vous êtes un artiste aux multiples talents, aux multiples formations. Donc, vos premiers pas, ça a été quoi avec la musique? Vers quel âge? Qu'est-ce que ça a été vos premiers pas? La musique chez nous, déjà, là, c'était très présent. Mon père était violonneux, ma mère était artiste peintre à ses heures, mais beaucoup d'heures. Elle s'est investie beaucoup, elle a fait beaucoup de toiles. Fait que mon père, sur le violon, on l'entendait, hein, ça forme l'oreille. Puis, à chaque fois qu'on faisait des voyages l'été, on chantait dans l'auto. Puis, on était nombreux. Fait qu'on était une famille de 10 enfants. Hein. Et vous êtes là? Moi, je suis le 9e. OK? Fait qu'il y avait... c'était assez équilibré. Hein. On avait 8 gars puis 2 filles. Fait que quand on partait en camping, OK, assez équilibré. oui, c'était très équilibré. On n'a pas la même notion d'équilibre. Oui. Fait que, on partait en voiture. Je me rappelle être allé à l'île aux coudes, assis sur les genoux de mes sœurs. Je n'étais pas le seul à être assis sur les genoux des autres. On était une dizaine. Ça chantait dans l'auto. Ça, t'es-tu plus jeune que toi? Pardon, ma sœur? Non, elle était plus vieille. Eux autres sont à peu près dans le milieu. Moi, je fais partie de la batch des 5 derniers. Il y avait 5 gars, ça finissait avec 5 gars. OK. Fait que quand tu disais les 5 derniers, on savait de qui il parlait. D'accord. Fait que ça, c'est un premier contact qu'on peut dire avec la musique. Après ça, c'est l'école primaire.
là, j'étais chanceux parce que la flûte à bec arrivait dans les écoles primaires. Arvida, à l'école Sainte-Bernadette, dans Saint-Philippe. Pauline Morier, qui a fondé l'école de musique d'Arvida, qui est devenue l'atelier de musique de Jonquière. Oui. C'est elle qui est arrivée avec sa formation de musicienne. Elle nous a enseigné la flûte à bec à 3e année. C'était magnifique. Moi, là, j'adorais ça. Là. Puis, il y a un cours que j'attendais toute la semaine, c'était celui-là. Okay. Puis, je me rappelle une fois l'hiver, avoir oublié ma flûte à la maison. Il était 1h, j'étais rendu presque à l'école. J'avais long à faire. J'ai parti à la course, je suis reparti jusque chez nous, ramassé ma flûte, retourné à l'école. C'était pas comme l'éducation physique. Je faisais des efforts pour oublier mon costume. OK, c'était le contraire. Quand tu l'avais, tu retournais le mener. Je l'ai oublié. C'est ça. Fait que je m'investissais beaucoup. Après ça, au secondaire, je continuais. Après ça, tout en même... c'est vrai, il faut que je dise qu'en même temps, il y avait de la guitare chez nous. OK. Fait que ça jouait de la guitare. Puis mon frère qui avait une guitare, j'aimais ça, toucher à ça, mais on n'y avait pas bien droit. Hein. On était nombreux dans la famille, puis il protégeait ses choses. Fait que discrètement, moi, j'allais jouer un peu sur sa guitare, mais je savais pas jouer, là, mais je jouais après les cordes. Puis à un moment donné, on connaît je connaissais bien la mélodie des cordes quand elles sont accordées. Mm-hmm. Alors, j'étais là, je jouais avec sa guitare, puis je touchais aux cordes, puis là, j'ai monté, j'ai descendu. Puis à un moment donné, je sens qu'il approche, fait que je place la guitare d'un coin sans rien dire, je me retourne, puis d'un coup, j'entends mon frère dire « ma guitare sonne juste! » Il voulait savoir qui avait touché. Je m'attendais au contraire. Non, il dit, en premier, il voulait savoir qui avait touché à sa guitare. Après ça, il a dit que sa guitare était juste, il était content. Faut croire qu'il avait de la misère à l'accorder. Mais moi, j'avais peut-être bien, je sais pas, moi, 8 ans dans ce coin-là. Là. Fait que, ça, c'était un contact. Puis il y a eu un moment aussi qui était assez extraordinaire. C'était mon frère, il avait acheté une harmonica. J'étais dans la rue. J'étais assez loin de la maison. Il y avait comme 3 rues qui se rencontraient. Là. On était au milieu de ça. Puis moi, la maison était peut-être à 200-300 pieds de là. J'entends au loin un harmonica qui joue. J'avais jamais entendu ça. Mais une harmonica, ça a beaucoup d'harmoniques. Elle porte bien le nom. Il porte bien le nom, l'instrument. Mm-hmm. Puis j'entendais ça, puis ça sonnait beau. Je suis parti à la course aller voir ce que c'était. J'en revenais pas comment j'ai trouvé ça beau. J'étais sensible à la musique. Puis après ça, la vie continue. Puis là, j'ai fait un petit peu de traversière au secondaire. Après ça, là, il faut dire que la guitare, j'ai continué à jouer après ça. J'ai demandé à un de mes frères de me montrer à jouer. Alors, comme cours, ça a duré à peu près 10 minutes. Il a pris une grande feuille de papier blanc qu'on avait. Là. Mon père apportait ça du travail. Là. Il avait fait des grilles d'accords. Il travaillait au Price. Oui, c'est ça, à Kenogami. C'est ça. Fait qu'il appelait ça des samples. C'était un mot anglais, c'était des échantillons. Mm-hmm. Puis il ramassait ça, puis il apportait ça à la maison. On mettait à table avec ça. Ça faisait office de nappe. On pouvait faire des chapeaux, toutes sortes d'affaires. On faisait du découpage avec ça, mais il a pris un papier de même, il l'a ouvert, c'était grand, ça fait à peu près 30 pouces par 40, là, quelque chose comme ça. Puis là, il m'a fait un paquet de grilles, un accord de do, une grille d'accords de do, grille d'accords de ré, de sol, de la, etc. Il me fait toute une gamme d'accords, là, en majeur, s'il vous plaît. Mm-hmm. Puis, rien que ça, puis c'était ça mon cours. Il a dit, tiens, voilà, t'as eu ton cours. D'accord. Il y a eu comme un temps à mort, ça parlait plus. J'ai dit, OK, j'ai compris que c'était avec ça, il fallait que je me débrouille. Après ça, j'ai fait mon chemin avec ça. Il y a eu des embûches à travers, mais j'ai jamais lâché. Ça m'a toujours suivi. À un moment donné, j'ai quitté l'école, je suis parti dans l'Ouest, la guitare m'a suivi, je suis revenu de l'Ouest. Puis là, quelqu'un m'a dit, à cause tu prends pas des cours de guitare? Moi, dans ma tête, les cours de guitare, ça se pouvait pas pour moi. C'était impossible. Pas une question d'argent, là. D'abord, je pensais que les écoles de musique, c'était pour les élites. OK. Moi, j'ai jamais été cité comme un élite à l'école, jamais. Là. Sauf comme enseignant. Ah, peut-être plus tard, mais là, non, je me suis jamais senti comme une élite, parce que, mais ça, tu ouvres une parenthèse, hein, mais ça, les élèves me disent, monsieur, vous êtes super bon! Je dis, non, ça, là, c'est à reconfirmer à chaque année. Moi, je rentrais avec une angoisse à tous les années, je me sentais pas bon, là. Je sentais que j'avais quelque chose à monter avec eux, quelque chose à faire, puis je serais bon quand j'aurai réussi, j'aurai fini, puis quand l'année va être finie, là, ça va être à refaire. Je n'étais pas capable de m'asseoir là-dessus. OK. Je pense que si j'avais fait ça, j'aurais jamais rien réussi, parce que je me serais autosuffi. Puis je pense que quand on s'autosuffit, des fois, il faut être prudent avec ça. On devient suffisant. On devient suffisant, puis on arrête. On n'a pas besoin, okay. On est tellement bon. Fait que moi, j'étais très prudent là-dedans. Fait que la guitare, j'ai continué. Fait que là, quelqu'un m'a dit, prends-toi des cours de guitare. Fait que là, j'ai dit, OK. Fait que je m'en vais, mais j'ai dit, OK, si ça a l'air qu'on peut. Fait que j'y vais.
Fait que je m'inscris. Fait que je paye. C'était pas cher. Là. C'était où, ça? C'était à l'école Sainte-Lucie à Arvida. OK. Fait que je m'inscris. Puis la secrétaire qui est très gentille, elle m'accueille. Fait que là, moi, toutes les fois, j'avais une guitare dans une espèce de cercueil. C'était rouge avec comme un cercueil qu'on voit dans les vieux films, là. Vieux films western, là, avec une espèce de forme traditionnelle. D'accord. Fait que c'était là-dedans. Mes frères avaient fabriqué ça. J'avais ma guitare à cordes d'acier. J'allais prendre mes cours. Puis c'était Raoul Pinchot qui m'enseignait. Un homme extraordinaire. Puis lui, il m'a pris dans ce que j'étais. Il m'a fait faire mon chemin. Puis, à un moment donné, parallèlement à ça, j'ai étudié en mécanique, mais j'étais pas très heureux. C'était difficile pour moi. Mais ça a été important pour tes vieux pick-up. Oui, ça m'a permis de faire survivre. Mais tu sais que chez nous, on en faisait. Hein? Ça faisait partie de la culture familiale, de travailler dans tout ce qu'il y a de moteur, d'engin. Ça faisait partie de la vie, du quotidien. Maman, j'ai une phrase que ma mère a dit, là, je me rappelle, là, elle disait... Il y avait 3 marches se rendre à la porte à l'extérieur. Elle disait, c'est à qui le crinque-chaff qu'il y a dans les escaliers? Tu sais, elle connaissait le vocabulaire mécanique, elle aussi. Là. Donc, elle l'encourageait, mais... à force d'en voir, elle connaissait. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais la musique était beaucoup plus présente que tout ça. Fait qu'à un moment donné, ma mère a dit, pourquoi tu ne vas pas étudier en musique? Fait que là, je dis, ah ouais. Fait que... Puis je voyais comment je bûchais dans mes cours de mathématiques. Je travaillais, j'arrivais nulle part. Là. Fait que je voyais bien que je pédalais dans l'eau. J'étais en train de me noyer. Là, je t'arrête 2 petites secondes. Oui, vas-y. C'est parce que monsieur est un prof de théâtre et très expressif. T'arrêteras de cogner sa tablette. Ah, bien sûr. Je m'en aperçois pas. C'est des tocs. Oui. C'est parce qu'on l'entend dans le micro, donc nos auditeurs l'entendent. OK, d'accord. Je m'excuse auprès de l'auditoire. Alors, vous prenez des cours de musique. Ben, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé mes cours de guitare. Puis ça allait bien. On explorait. C'était toujours de la musique exploratoire. Puis Raoul était fin pour ça. Il sentait vers où je m'en allais. Puis il suivait mon courant. Puis à un moment donné, quand ma mère m'a encouragé à aller étudier en musique, ben, j'ai suivi son conseil. Fait que j'ai arrêté le cégep. J'ai demandé à Raoul, aide-moi à me préparer mes auditions. T'étais en quoi au cégep? J'étais en mécanique industrielle. Ça s'appelait fabrication mécanique. D'accord. Au cégep de Jonquière. OK. Fait que là, ben, j'ai dit OK. Fait que là, Raoul, il m'a dit OK, on commence ça. Fait qu'il m'amène chez eux. Puis, ouais, on commence à sortir du répertoire. Fait que là, on commence à travailler. Je me rappelle, entre autres, qu'il y avait la Mazurka Choros de Villalobos. C'était une très belle pièce. C'était difficile. Puis là, il fallait que je travaille ma lecture que je n'avais pas. Il fallait que j'apprenne du répertoire classique, que je développe d'une façon plus propre le jeu de travail avec les doigts, de la technique classique en position. Puis ça rentrait, c'était pas long. OK. Ah ouais, je bûchais, là, je travaillais fort, là, mais je me suis préparé. OK. Puis là, j'ai changé d'instrument parce que j'avais une guitare qui sonnait comme une boîte à chaussures. Puis là, je suis allé faire mon audition, puis je suis rentré au cégep. À quel cégep? Alma. D'accord. Le plus bel endroit pour étudier. À cette époque-là, je ne sais pas maintenant, mais ça a dû aller juste en rang mieux temps. Ça ne peut pas avoir régressé. C'est encore comme ça, je confirme. Oui, hein? C'est mes plus beaux moments d'études dans ma vie. Belle publicité, Mme Marie-Noël Claveau, si vous nous écoutez. Écoute, moi, là, toute l'équipe du Cégep d'Allemand. Un endroit extraordinaire. Oui. Moi, là, les enseignants, c'était des artistes. C'était des gens qui s'investissaient. Ça comptait pas leur temps. J'avais Marcel Bellé qui m'enseignait la guitare classique, puis ça comptait pas ses heures. Puis je voyais tous les autres autour là, qui enseignaient, là, c'était la même chose. D'accord. Ça marchait par investissement. Nous ferons notre première pause musicale. Donc, nous sommes rendus. Vous avez approximativement quel âge? Là, j'ai l'approximation ou la précision. 63 ans aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Au Cégep d'Allemand. Cégep d'Allemand. Alors, j'avais 23 ans. Ça, l'âge que tu as actuellement, c'est la fin de l'émission. Ouais, je m'excuse. Oubliez ce que j'ai dit. Là. Effacez ça. Bon. On va retoucher notre programmation. Donc, vous aviez... J'avais 23 ans à ce moment-là. J'étais au début de mon cégep. Puis là... Début de cégep, 23 ans, je dirais que... Non, mais là, on était à Alma, là, en musique. Parce que j'ai passé 1 an et demi à Jonquière, puis j'ai eu du décrochage scolaire à travers ça. Là. OK. Fait un décrochage solide. Là. Fait que quand je suis retourné aux études, là, je vais vous le dire, là, c'est un projet de 10 ans. Parce que j'avais un secondaire 3 dans mes poches, un secondaire 4 passé sa fesse quasiment par charité. Fait qu'on peut dire qu'il n'existait pas le secondaire 4. Alors, quand je suis retourné aux adultes, ça aussi, c'était un programme extraordinaire parce que ça m'a permis de rembarquer dans le système scolaire, d'aller chercher tout ce que j'avais besoin pour retourner au cégep, même si je n'ai pas rentré dans le programme qu'il fallait, là. J'étais jeune, puis c'était correct. Je pouvais me tromper, mais une chose est sûre, je n'étais pas à changer de programme parce que je faisais rien, je me traînais les bottes. Je travaillais fort. Puis j'ai enseigné 8 ans
à l'éducation des Oui. adultes, et effectivement, c'est une porte drôlement intéressante pour permettre à des jeunes et à des personnes de pouvoir compléter le cours du secondaire. Oui. Alors, on y va avec notre première pause musicale. Alors, vous nous avez suggéré une pièce de Thomas Tallis. As-tu le titre? Ben là, c'est Bach cantate numéro 80. Non, Inspelium. Thomas Tallis, il faut que tu ailles chercher en premier. C'est Thomas Tallis. Oui, okay, oui, bien important. Puis avant qu'elle joue, là, pendant que Gilles la trouve, là, moi, je vais vous dire une chose, c'est que cette pièce-là, je faisais un spectacle avec les élèves du secondaire. J'ai fait ça pendant 14 ans. C'est un musée de cire. C'était un spectacle extraordinaire. Les élèves racontaient une histoire en 5 images arrêtées dans le temps. C'est leur corps qui est figé. Ils ont le visage maquillé. Il y en a qui ont des ailes d'ange. Ils ont des costumes. Il faut que vous imaginiez qu'ils sont au-dessus de 100. Ça a été jusqu'à 120 à faire ce spectacle-là. Chaque représentation durait environ 20 minutes. Alors, on avait 5 pièces qui jouaient. À chaque fois que la pièce s'estompait pour en commencer une autre, alors là, les positions changeaient pendant le transfert. Ça changeait au ralenti. Ça vient, je vous conterai d'où ça vient, cette affaire-là. C'était magnifique. Puis ça, c'est la première pièce qui jouait. Puis pendant 14 ans, j'ai jamais été capable de changer cette pièce-là parce que j'étais pas capable de trouver quelque chose qui surpassait ça pour ce qu'on voulait faire. D'autres diraient, il y a d'autres choses qui auraient convenu, mais je ne pouvais pas m'en séparer. Alors, je souhaite une belle écoute. Quelle belle introduction, mais je la trouve pas. Pas vrai? Non. Ben voyons, on va aller te trouver. Je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé? OK. Oui. Alors, on y va avec cette belle interprétation qui servait Gilles. aussi d'introduction au musée de cire, en espérant que je me trompe pas. Il y a 6 secondes de vide. J'ai oublié de le dire.
Alors, évidemment, c'est très grandiose et pour nos auditeurs, c'est peut-être parfois un peu déstabilisant, mais c'était un extrait. Alors, évidemment, ça nous permet de découvrir différents styles musicaux et c'est évidemment un des objectifs de notre émission à l'erreur de La Fontaine. Alors, merci pour cette belle découverte. Tes impressions, Nathalie? Ça porte place à imaginer beaucoup. Ça porte place à découverte aussi. Tout à fait. Alors, nous sommes rendus maintenant avec votre formation au collège et vous allez ensuite au niveau universitaire. Ouais. Ça a été quoi? Universitaire, moi j'étais à l'Université Laval, en musique. Mais je vais vous dire, là, j'ai fait ce que j'avais à faire à l'université, mais c'est pas là que ça s'est passé. Ça s'est vraiment passé au cégep. J'ai fait le bac à l'université pour l'enseignement de la musique. J'ai rencontré des gens très intéressants. Il y en aurait un dans ma tête, mais je vais passer. C'est plus au niveau du théâtre que ça s'est passé. Parce qu'à l'université où j'étais à Laval. Bon, il y avait des cours qui étaient très intéressants. Il y avait des cours c'était de l'improvisation. Mais voyons, il y a quelque chose qui se passe ici. Mais c'est un fil que je touche, mais on va l'oublier. On faisait du théâtre, c'était de l'improvisation, mais structurée. Alors, l'enseignant arrivait, le professeur de théâtre disait, je n'ai pas d'idée qui me vient, mais c'est pas grave. Il nous mettait en situation. Mettons, il nous disait un thème, c'était... oh mon Dieu, je vais arrêter de chercher, c'est pas grave. Demande-moi pas mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est que lui, il nous structurait dans le théâtre, puis on improvisait. Il nous donnait une structure, puis on improvisait. Fait que ça, on a fait ça, une session, puis ça, c'était très formateur, parce que je m'en suis beaucoup resservi avec les élèves. Je leur donnais des éléments, d'histoire, puis ils décollaient dans ça. C'était pas comme la ligue d'impro. Il fallait qu'ils suivent une track bien précise. Puis, ça, j'ai fait un bout là-dedans, puis je trouvais ça intéressant, mais par après, il y a des cours qui étaient... je sentais que c'était pas vers ça qu'il fallait que j'aille, mais j'ai eu à finir mon bac par interuniversité. Fait que je l'ai fini à l'Université du Québec. Puis là, j'ai eu des cours avec Jack Robitaille en comédien de l'art, technique de jeu de scène, des cours de la formation en travail de scène, en jeu théâtral. Là, tu étais vraiment dans un milieu pointu du théâtre. Vraiment les éléments essentiels pour être capable de l'enseigner. Parce que dans la formation universitaire, quand tu allais en enseignement, si tu étais en musique, les programmes à l'époque, je pense que ça a changé un peu, mais ils te demandaient d'être un peu plus versatile. Donc, il fallait que tu t'en ailles dans 2 branches. Tu avais ta musique qui était la dominante, puis tu choisisses un autre volet. Moi, j'ai choisi théâtre. Alors, je suis chanceux, j'ai réussi à aller chercher les cours de base, là, essentiels, que je ne pouvais pas passer à côté. En théâtre. En théâtre. Puis, ça a vraiment été un élément clé. Parce qu'une fois que j'ai eu fini mon bac, j'ai continué à aller chercher des cours de formation en jeu théâtral. J'arrêtais pas. J'ai cherché des cours de comédien de l'art et d'autres. Puis, quand j'ai enseigné avec les élèves, ces cours-là, là, j'avais au moins quelque chose d'étoffé pour... pas quelque chose qui planait dans l'air, comme... encore, je ne citerai pas d'exemple, mais... j'avais des éléments solides pour leur enseigner. Fait que là, je commençais tranquillement. On faisait de la création. On mettait des éclairages. Puis au début, j'étais dans un petit local. Il n'y avait rien. C'était un local, il y avait un tapis à terre. Puis c'était quasiment un entrepôt. Mais là, on a peut-être... On s'éparpille, on s'éloigne. Non. C'est simplement pour dire que vous avez terminé votre université à oui, l'Université du Québec. Là, ça a été l'entrée sur le marché du travail comme enseignant. Soit en musique ou en théâtre, c'était votre but? Moi, mon but, c'était de travailler en musique. OK. Mais j'étais rendu à 30 ans, là. Okay. Il fallait que je mette du pain sur la table, là. Fait que, offrez-moi quelque chose, je vais le prendre. Fait que moi, j'étais engagé tout de suite à Normandin, dans une polyvalente, pour enseigner la musique. Fait que je vais retenir ma main, hein, Gilles? Tu me sens arriver, hein? Oui. Encore mon toc, je tape toujours. Mais bon, j'étais engagé, mais au même moment, j'étais engagé à l'école Dominique Racine à Chicoutimi, en théâtre. Maintenant appelée l'Odyssée Dominique Racine. C'est ça. Ça fait que... mais c'est resté toujours une école magnifique. Oui. Puis c'est la même école. Elle n'a que changé de nom. Mm-hmm. Fait que là, j'ai décollé. Fait que j'ai eu à choisir d'abord. Fait que c'était déchirant. Parce que c'était soit enseigner la musique, soit enseigner le théâtre.
Fait que là, j'ai pris le plus pratique. C'était à côté de chez nous. J'aurais pas à voyager au Lac-Saint-Jean, revenir au Saguenay toutes les fins de semaine, comme je faisais depuis longtemps à Québec, Montréal. J'en avais fait beaucoup. Mais si ça avait été à choisir à ce moment-là, ça aurait été quoi? T'avais-tu plus une formation en prof de... J'avais plus une formation en musique, mais le théâtre comme une option. Ouais, mais curieusement, je me sentais plus à l'aise à l'enseigner en théâtre que d'aller enseigner la musique. Donc, en plus d'être proche, c'est-à-dire la proximité du Démarrage-Chicoutimi, il y avait le fait que tu étais un petit peu plus attiré à enseigner le théâtre. C'est ça. Alors là, j'ai fait un choix. Je vais l'essayer. Ça fait pas coup d'eau. Je trouve... On verra. Et ça a été un choix heureux, parce que pour pouvoir en témoigner, je ne sais pas combien d'élèves, hein, Marc-André, hein? Combien d'élèves ont pu profiter de ta passion? Je ne saurais pas dire le nombre. J'en ai passé, ça saute le 1000 le 2000, là, je pense. Là. Sur 28 ans, on en croise beaucoup. Là. Enfin, mais c'est des classes de 30, ça a monté jusqu'à 34, 35, des bouts de temps. Ah oui, puis on avait Denis Cahouette comme premier invité de Charles Gravel. Oui. Puis lui, avec son équipe, avec M. Mario, ils ont monté une option musique où les élèves, parfois, prenaient la musique et laissaient tomber les options du cégep pour pouvoir avoir l'option musique. Il y avait la même passion à Dominique Racine avec les élèves qui choisissaient volontairement l'option théâtre parce qu'ils ne pouvaient pas passer à côté du fameux musée de tir. Oui, c'est ça. Mais ça, le musée de tir, ça, c'est un événement, ça, qui était attendu par les élèves. Parce que quand j'ai commencé ça, là, c'est extraordinaire. C'est un moment de théâtre qu'on peut appeler. Vivre un moment dans l'enseignement. Je pense pas que ça a donné à tout le monde de vivre ça, mais en tout cas, je le souhaite à tout le monde. Qu'importe, je peux aller voir dans les autres classes ce qui se passait. Mais moi, j'ai vécu un moment. Une stagiaire qui cherchait un endroit pour faire un stage du nom de Sophie Torres me téléphone, une Française qui vit à Montréal, mais qui arrivait de France, puis qui doit suivre son mari dans la région du Saguenay. Lui il enseignait encore à l'Université du Québec, ici à Chicoutimi, puis forcément, avec les enfants, elle a suivi, mais là, elle complétait son bac en théâtre, puis elle avait besoin de faire un stage. Fait qu'elle me téléphone. J'ai dit, OK, viens me trouver. Fait que là, on est au début de la saison, en octobre, septembre, dans ce coin-là. Puis, il y a eu une bonne chimie avec cette personne-là. Puis, elle était un peu perdue dans la région, elle ne connaissait personne. Fait qu'on s'est assez liés d'amitié, mais aussi professionnellement, elle était extraordinaire. C'était une femme qui comprenait l'enseignement, qui sentait les gens, qui était très créateur de sa personne. Elle créait, là, dès qu'elle embarquait dans quelque chose, c'était une femme de projet, puis la veine de théâtre était très présente dans cette personne-là. Ben, elle l'est encore très présente, elle est toujours vivante, je tiens à vous le préciser. Fait que, elle enseigne à l'université maintenant. Okay. Mais c'est comme ça que ça apprenait ça? Ce qui est arrivé, c'est qu'avec elle est arrivé avec un atelier de théâtre qui s'était basé sur le mouvement au ralenti. Et Sophie, il y a une chose qu'elle avait une faiblesse, c'était de gérer un peu la discipline. On aurait dit, ça l'angoissait un peu. Mais elle était extraordinaire. Là. Les élèves l'aimaient, là. Elle était fun. C'était pas le bordel dans la classe, mais elle, ça l'angoissait. Puis ce matin-là, à la porte de cet atelier-là, puis les élèves faisaient comme une course au ralenti. Fait que là, je sais pas, vaguement, je me rappelle qu'il a fallu que je prenne le cours en main pour le continuer. Mais c'était bien démarré, là, ça allait bien. Puis là, on continue. Puis moi, je les fais marcher au ralenti. Puis tout d'un coup, je les fais ramasser comme en groupe dans le milieu. Je fais comme faire séparer le groupe, s'éloigner les uns des autres au ralenti et revenir. Puis là, je leur donnais des directives. Vous en allez vers là, il y a un mur. Je leur faisais imaginer un mur. Vous rampez le long du mur, vous rencontrez quelqu'un. Là, ils se tournaient tous les uns vers l'autre. Vous approchez vers l'un, serrez la main, vous repartez. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Ça a duré toute l'heure, du coup. Quand on a eu fini, là, les élèves étaient comme estomaqués. C'est là qu'était le moment assez extraordinaire. C'est que tout le monde était comme sur un nuage. On aurait dit qu'on sentait... Il s'était passé quelque chose, mais on ne comprenait pas vraiment. Nous autres, comme les élèves, fait que là, la cloche, elle sonne. Tout le monde s'en va, puis ils sont contents, là. Mais on est tous comme... On vient de vivre quelque chose de curieux. Fait que là, Sophie a dit, « Hey, là, on se met à échanger là-dessus. » Puis elle dit, « On pourrait faire un musée de tir. » Je dis, ah ouais, fait que là, un musée de tir. Ah ouais, là, elle m'explique comme un peu le concept, puis là, on développe le concept ensemble. Fait que là, on en est venu à faire un concept de une histoire, racontée en 5 images. Puis
Puis là, c'est toutes des petites équipes d'élèves qui vont aller sur des modules, puis on va préparer le local, puis c'est des modules de 4x8. Là, j'avais tout démonté la scène, fait des blocs un peu partout, puis les élèves montaient le spectacle. Puis 2 semaines après, on était rendu à Noël, on passait des invitations partout dans l'école, puis toute l'école venait visiter. On avait la musique qui était décollée. Là, les élèves, à ce moment-là, il n'y avait pas de maquillage, il y avait juste des costumes de base, quelques rideaux que j'avais accrochés ici et là après les plafonds, comme j'avais pu. Mais on n'avait rien vécu encore de ça. Fait que, déjà, c'était extraordinaire. On était sur le cul. Les élèves aussi, ils étaient sciés en deux. Ça a commencé en 99. On a fait ça jusqu'en 2014. Puis on a passé plein de thèmes extraordinaires. Il y a une année, là, on a eu des anges. Des anges, là, il y en avait partout. Il était entre 90 et 110 à ce moment-là. On avait fait, avec la professeure d'art plastique, je dois le mentionner, Catherine Brassard, qui était une collègue extraordinaire qui m'a beaucoup épaulé dans ça, pour les costumes, puis pour les accessoires. Elle, avec les élèves en art plastique, ils faisaient les affiches, ils faisaient les ailes d'ange. Fabriquer des ailes d'ange, c'est pas rien. Non. Puis il fallait qu'on leur accroche ça dans le dos. Fait que là, j'avais été chercher des gros élastiques, excusez-moi, là, c'est des élastiques de bobettes, mais un pouce. Je sais pas si vous avez des bobettes de... Tu me regardes. Avec toi, je sais pas si tes bobettes ont élastique de 2 pouces, mais c'est ça que ça prenait. Avec des gros élastiques, j'avais attaché ça avec des plaques de bois. Je lui mettais ça dans le dos, je lui passais les courroies sur les épaules, puis je lui pliais ça dans le dos. Puis là, on les montait sur les scènes. Puis là, chacun avait son histoire qu'il racontait. Des fois, c'était un enfant qui mourait, l'ange partait avec, un enfant qui arrivait au monde. On avait toujours une méga crèche. Mais écoute, avec 90, 100, 120 élèves. Puis il y a des petits qui venaient visiter de la maternelle et du primaire. Et je me rappelle... C'est un rituel. C'était un rituel. Ça arrivait en autobus là, pour voir ce spectacle-là. Là. D'ailleurs, il y a Mme Pauline Maurier, puis son amie Lily Martel qui était passée, puis que... Ils ont dit, Gilles, ça n'a pas de bon sens, il faut présenter ça au Pressard. Ah ben oui. Puis, Madame... Hey, je te fais une parenthèse. Je te complète Mireille mon histoire. Boutin, qui a travaillé fort. Mais le petit avait dit, attends un peu, petit avait dit, j'avais jamais vu un ange pour vrai. En vrai. C'est pas rien, là. Non. C'est pas rien. Excuse-moi, reviens. Il fallait que je complète. Oui, absolument. Donc, Mireille Boutin, là, qui était directrice avec moi, puis qui avait travaillé avec toi, puis avec... une femme extraordinaire, un appui... Oui, puis avec l'équipe aussi, il y avait plein d'équipes autour qui t'accompagnaient à Dominique Racine. Oui, la direction supportait beaucoup, puis ça en prenait une. L'équipe école, mais il fallait qu'elle supporte, parce que ces affaires-là, ça peut pas marcher si t'as pas de monde qui te supporte autour. On l'a présenté, tu l'as gagné. Oui, le prix sort. Oui, puis c'est à un moment-là que j'avais réécrit l'erreur de La Fontaine. Puis là, on va y aller avec notre deuxième pause musicale. On va faire jouer 2 courtes pièces. Okay. De quel groupe? Des Swingers Singers. C'est un enregistrement. Ils ont enregistré les 2... C'est un disque sur lequel il y a plein de pièces de Jean-Sébastien Bach, mais ils les font en swing. Alors là, ils vont les faire vocales. Il y a le seul instrument que vous allez entendre, c'est une caisse claire, un snare, avec des balais. Ça, c'est le seul instrument que vous allez entendre, parce que là, ils vont les faire avec, c'est la rythmique. Le snare va faire juste la rythmique, puis tu entends tout le vocal en arrière, puis eux autres, ils vont se trouver à jouer tout ce que les violons, les violoncelles, les contrebasses, l'orgue va faire, mais ils vont le faire vocal. Le tout pour approximativement 3 minutes et quelques secondes. Donc elles sont combien Combien de voix? Ah, ben, c'est toujours à 4 voix. OK? Alors, le nombre de chanteurs, je t'avoue que je suis pas certain. Je me demande s'ils sont 4 ou 8. Mais c'est pas plus que ça. D'accord. Fait qu'on y va. Et pause publicitaire. Avant aussi, il faut que je dise une autre affaire aussi que j'oublie. C'est bien important parce que tout à l'heure, vous avez entendu la première pièce qui jouait pour le musée de cire. Mais quand elle se terminait, ou en tout cas, je la coupais un peu là, parce qu'elle était longue pour les élèves, là, j'enchaînais avec ces 2 pièces-là de Jean-Sébastien Bach. D'accord, on vous invite. Puis là, il changeait de position. Je vous invite à changer de position sur votre fauteuil. Vous vous tournez au ralenti pendant que la tune commence. Parfait. Ein fester Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Hilft uns frei
ist meint. Groß Macht und viel ist sein grausam Rüstung ist. Auf wenn nicht seins Dansons comme dans le temps, c'est l'histoire d'un disquaire et d'une animatrice, Jello et Annick, qui ont uni leurs talents pour vous accompagner pendant la pandémie dans le bonheur et la bonne humeur. Une histoire qui se poursuit depuis 3 belles années. Vous faire bouger, danser, rigoler au son de différentes musiques de danse, c'est un plaisir renouvelé plein de nostalgie que nous partageons tous ensemble. Le plus grand défi pour Jello, ne jamais mettre exactement la même chanson pendant toute une année. Un travail de moine. C'est pour ça que notre histoire d'amour est platonique, mais je ne désespère pas. Nous comptons sur vous pour répondre à notre question du jour sur la page Facebook de Dansons comme dans le temps, une émission diffusée du lundi au vendredi de 14h à 15h30 sur les ondes du 92.5. Bonjour, ici Jean-Marc Robitaille. Salut, moi c'est Stéphanie Bellé. Bonjour, ici Mario Vézina. Ce sont nos représentants publicitaires du 92.5. Ils sont compétents et ils vous proposent des idées originales. Appelez au 88 546 2525 extension 107 pour rejoindre facilement Jean-Marc, Stéphanie ou Mario. C'est prouvé, une publicité au 92.5 vous gardera occupé parce que nos auditeurs sont fidèles. Salut, c'est Pat. Allô, c'est Eric. On vous parle pas comme animateur, mais comme le duo Les Vilains Cowboys. Ne manquez pas notre lancement d'album ce vendredi à Réveillez-vous sur le 92.5 dès 7h15. Et on fait un deuxième lancement en soirée dans le retour à 17h45. Donc, ce vendredi, ne manquez pas la sortie officielle de l'album des Vilains Cowboys chantent Vilains Pingouins. À surveiller, on va faire tirer des albums. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Ou au vilaincowboy.com. Ici Mario Vézina.
C'est un réel privilège pour moi de vous accompagner dans votre développement d'entreprise avec un média qui vous permet de toucher à une clientèle captive et intéressée à ce que nous proposons comme un type de message publicitaire. Je vous propose ces qualités suivantes. Écoute de vos besoins, suggestion de texte, propositions novatrices, suivi de vos dossiers et un rendement assuré. Mon expérience en gestion des ventes et en développement des affaires dans ma carrière précédente vous permettra d'obtenir une satisfaction assurée. Le 92.5, une solution 100% régionale avec Mario Vézina, votre conseiller publicitaire. Vous pouvez me rejoindre au 418-698-9184 ou encore mariovézina@ckj.org. 100% Saguenay-Lac-Saint-Jean. 92.5. C'est toujours agréable de redécouvrir Bach, mais avec une version swing et surtout des belles voix comme ça. Vraiment, merci. Oui, et évidemment, ça permet à nos auditeurs, auditrices de découvrir peut-être d'autres facettes. Puis, évidemment, là, ça sort un peu du cadre habituel. Puis, c'est un des objectifs du VGP et de notre émission. Maintenant, avant de conclure cette dernière émission de l'erreur de La Fontaine avec nul autre que M. Patrice Gagnon, vous avez à nous donner votre point de vue sur le thème de l'émission, c'est-à-dire, est-ce que Jean de La Fontaine a commis une erreur, avec point d'interrogation, sur l'écriture de sa fable de la cigale et la fourmi, où la cigale est présentée comme une simple tir au flanc et la fourmi une noble travailleuse. Nous avons osé la réécrire pour mettre en évidence tout le labeur, le travail, l'exercice, l'énergie et en même temps les dépenses quand même monétaires importantes pour les cours, les guitares, l'instrumentation, le matériel chez un artiste. Alors, Monsieur Patrice, vous allez vers laquelle? Ou dans cette fable où la cigale est l'amie de la fourmi et la fourmi l'admiratrice de la cigale? Ouais, moi je suis un peu conservateur. Hein? On est un peu entre deux chaises dans cette affaire-là. On coupe le micro. Ah ouais, on a non. Je veux bien dire oui, je l'aime ta version, te faire plaisir, mais attention, hein, parce que là, moi je suis un peu conservateur. J'aime bien les textes comme ils ont été écrits au début, puis je comprends aussi le côté, on essaie de sensibiliser les gens sur, oui c'est vrai que ça coûte cher, puis oui c'est vrai que faut investir dans la culture, hein, puis ça c'est important, mais moi je vais vous faire une analyse, je te ferai pas une analyse littéraire, ok? Je vais te faire une analyse du prof de théâtre. OK? C'est là qui a enseigné le théâtre, puis moi, j'ai joué avec des textes, j'ai brassé des textes. C'est arrivé que j'ai modifié des textes. Mais là, moi, mon avis, là, c'est que je ne ferai pas une analyse littéraire parce que je ne suis pas un... Comment je dirais... je ne suis pas versé dans la façon d'analyser les textes. Mais par contre, je peux dire une chose, c'est qu'en théâtre, c'est important qu'il y ait un conflit dans un texte. S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire. S'il n'y a pas d'histoire, c'est plate à mort. Mais... je ne suis pas en train de dire que c'est plate à mort, je te parle du théâtre, OK? J'écoute. J'ai jamais vu Gilles aussi attentif. Mais ce que je comprends, c'est que là, la fourmi est tout de suite son amie au départ, OK? Là, l'histoire se déboule, puis à la fin, elle est très conciliante, elle est en accord avec lui. Fait que finalement, La Fontaine, lui, en a un conflit. Mais là, tu l'as enlevé, le conflit. Mais je comprends, parce que tu trouves ça important que la cigale puisse survivre, parce qu'elle a joué à gauche puis à droite, puis ça y prend de l'argent pour se déplacer, d'aller jouer à gauche puis à droite, puis que ça y prend une autre histoire, puis il y a des risques à ça. Le risque, c'est toujours que si tu veux jouer quelque part, tu veux interpréter quelque chose, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'investissement. Mais ça prend des moyens pour y arriver. Vous en êtes la preuve vivante, mon cher. Puis on le voit beaucoup dans le monde du théâtre, les gens qui sont à 4 par appartement parce qu'ils ne sont pas capables d'arriver à la fin du mois. Puis c'est assez épouvantable. Hein. Mais non, je préfère celle-là d'origine. Mais par contre, je suis très en accord sur la morale que tu as rajoutée. Ce que faut que je te dise, c'est que dans la cigale et la fourmi, il n'y a pas de morale à la fin. Dans la tienne, on serait tenté à dire que oui, là, tu as rajouté une morale. Hein? Fait que, je suis pas contre la morale, mais c'est comme je te dis, je suis un peu conservateur. Fait que, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ce que je suis en train de te dire? J'ai-tu pu marcher sur une banane, moi? Non, mais je ferais remarquer que le titre de l'émission, L'erreur de La Fontaine, se termine avec un point d'interrogation. OK. On va c'est qu'il n'y a pas d'affirmation. Ouais, c'est ça. C'est un questionnement.
parce qu'effectivement, c'était une tentative de semer le débat. OK. Mais c'est intéressant. Semer la controverse. C'est intéressant, ça nous ouvre, c'est ça, sur une discussion sur l'essentiel de l'artiste, c'est qu'il faut qu'il survive à travers tout ce qu'il fait. Puis, sans ça, il ne sera pas capable. Puis en même temps, de toute façon, l'analyse biologique de l'affaire de La Fontaine, c'est qu'elle ne mange pas de vermisseau, puis elle crève de toute façon à l'automne, les cigales. Ah oui, alors, c'est pas non plus l'analyse directe et biologique, mais c'est simplement de mettre en évidence, parce que j'ai lu plusieurs interprétations aussi là, avant d'arriver là. Puis j'adore ton interprétation. Puis effectivement, là, le prof de théâtre est en évidence. C'est ce qui est très agréable. Nous, au théâtre, c'est ça. Il faut que j'aie de la matière. Prend un conflit. Oui. Ça prend un conflit. S'il n'y a pas de conflit, il ne se passera rien. Puis, tout à fait. Mais non, puis toutes les réponses sont bonnes. Puis ce qui nous intéresse, c'est le point de vue de notre invité, essentiellement. Puis que le texte, c'est simplement de permettre le conflit. Oui, OK. Donc, on re-questionne quelque chose qui est comme établi. Donc, le conflit était dans la mise en scène des deux. En opposition ou en complément. Puis souvent, il y en a qui nous ont répondu parce que ça serait un élément qui serait intéressant. Peut-être si on avait pu faire la conclusion d'aller chercher toutes les interprétations de nos 24 invités, parce que vous êtes notre 24e. Okay. Non, 24e, il y a eu 3 rétrospectives, 21e invité. Donc, c'est toujours intéressant de faire un peu le bilan de tout ça. Puis la plupart se sont présentés comme un peu entre les deux. Je suis une cigale travailleuse ou une fourmi avec une guitare. Ah, OK, d'accord. Donc, ça a été toujours... c'est un élément quand même très intéressant. Puis, il nous reste quelques minutes avant de conclure l'émission. Puis, on aimerait vous entendre sur ce que vous faites actuellement. Actuellement, alors, je suis beaucoup versé dans la musique. Je suis revenu à mes amours. Puis, je suis sur ma guitare classique. Je joue beaucoup avec une flûtiste qui elle, vit à Laval. Mais par une plateforme sur Internet qui s'appelle Jam Kazam, on se voit régulièrement et on monte du répertoire français, guitare et flûte traversière. Fait que cette plateforme-là, je tiens à dire aux gens que ça les intéresse, qui sont musiciens, ça te permet de jouer en temps réel. Tu vois la personne, tu joues, puis il n'y a pas de décalage entre les deux. C'est important. Les gens qui ne font pas de musique ou juste chez eux, ils ne réalisent pas ça. Mais si tu essaies de jouer avec quelqu'un avec Zoom ou quelque chose comme ça, ou une autre plateforme de même, il y aura toujours un décalage entre les deux, ce qui rend impossible de faire de la musique parce que le temps n'arrive pas. Puis le temps est essentiel en musique. Si tu n'as pas de temps, ça ne marche pas. Okay. Fait que, bref, on se voit, puis on monte des musettes, des pièces des musettes françaises. Fait que flûte et guitare, puis on monte soit Indifférence ou Rêve bohémien, s'il y en a qui connaissent ça. On a tout un répertoire qu'on joue. Puis par le fait même qu'on ne peut pas se voir en vrai, ben au moins on a là qu'on peut se voir. Puis nous avons manqué l'occasion de vous entendre en direct. Oui, je devais le faire, mais j'ai même demandé à mon ami de descendre de Laval, venir jouer, mais j'en avais tellement sur les bras en ce moment. Là. Je chante dans des chorales aussi. Là, on vient d'avoir un concert avec Amadeus. Amadeus, puis en fin de semaine, on joue à Cathédrale avec Euphonie, c'est une autre chorale dans laquelle je suis. Puis dans cette chorale-là, je vais jouer de l'accordéon. Pour accompagner 2 chansons, mais je chante aussi dans le choral. L'accordéon? Oui, l'accordéon. Ça, l'accordéon, c'est vraiment agréable. Puis, je fais beaucoup de musique, puis le reste, c'est toutes des choses autour, soit de bénisterie, des choses personnelles, là, mais je suis vraiment revenu dans la musique beaucoup, là. Je mets du temps. Puis là, je vais improviser un tout petit peu, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, puis on a la chance de pouvoir interpeller un de tes élèves. Ah oui, OK. Puis, on sait que tu es maintenant à la retraite, puis j'interpelle Marc-André, celui qui est à la console, de nous exprimer un peu ce que tu l'es comme enseignant, puis lui est capable de te le témoigner à chaud comme ça. Qu'est-ce que tu nous dirais? Vite comme ça, Patrice, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai gardé, moi, du secondaire. Ce gars-là, avant d'être un prof de théâtre, était un artiste. Puis ça se sentait dans la manière de nous transmettre, dans la manière de nous guider dans notre jeu quand on montait des pièces de théâtre. On le sentait que c'était avant tout un artiste, puis c'était le fun de travailler. Il y avait une réelle passion pour les jeunes. Puis nous, on le sentait, puis c'est ce qui faisait qu'on accrochait autant, puis qu'on avait autant de plaisir à monter des pièces qui
normalement qu'on n'aurait jamais touché de notre vie. J'ai travaillé du vaudeville français pour les connaisseurs de théâtre, qui est une forme très très nichée de comédie française, qui est pas énormément connue par le grand public, si je peux dire ça comme ça, mais ça a été une révélation, ça a été un plaisir fou. C'est là que j'ai découvert tout l'amour que j'ai pour ce domaine-là du théâtre, du domaine de la culture. Puis c'est un peu, je vais le dire comme ça, c'est un peu grâce à lui si je m'en vais, si je me guide dans ce domaine-là, puis si j'ai autant de plaisir à œuvrer dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Puis j'en profite pour souligner, effectivement, Patrice, puis je ne sais pas, il y a combien d'enseignants qui pourraient être à ta place, là, qui eux autres aussi se donnent. Puis dans les invités qu'on a pris soin d'accueillir à notre émission, c'est souvent des gens qui rayonnaient dans leur art, okay, mais qui amènent d'autres à découvrir leur art et font rayonner d'autres personnes. Donc, c'est un rayonnement à double niveau. Hein? T'as permis, je ne sais pas combien de jeunes, et il y a combien d'enseignantes et d'enseignants actuellement qui, soit dans les écoles primaires, secondaires, universitaires, puis qui y amènent à multiplier, puis à faire découvrir l'art. Puis c'est souvent, parfois on a l'occasion, puis on a ouvert avec M. Denis Cahouette, ensuite on termine avec toi, puis tous les enseignants qui sont à l'écoute ou qui en connaissent, qui ne le sont pas, puis un petit coup de chapeau en cette fin d'année-là. Hein. Puis Patrice, tu as été quelqu'un de particulier pour je ne sais pas combien de jeunes. Moi, quand je suis arrivé à Dominique Racine puis que j'ai vu l'option théâtre, je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là? Puis il y avait vraiment une passion. Puis, en tout cas, on tient beaucoup à te remercier là-dessus. Merci. Puis moi, là, j'irais jusqu'à... Je remercierais aussi mes élèves, les gens qui étaient autour, qui me supportaient. Puis mes élèves, là, il y avait une chimie qui se passait là. Je les taquinais, je les agaçais. On avait des moments très intenses. Il y avait des conflits des fois, mais c'était ça le théâtre. Oui, il y avait le centre ressources aussi. Ah oui, il y avait les personnes aussi. Les personnes à déficience intellectuelle. Oui. Ah oui, déficience intellectuelle, handicap moteur. Puis les pièces que tu as montées avec eux autres. Avec eux autres, on a monté toutes sortes de choses. On a monté des spectacles assez extraordinaires. Un des gros spectacles que j'ai monté, c'est... Guillaume l'apprenti sorcier. Ça, c'est un poème symphonique qui est de Paul Dukas. Et lui, il correspond à une période où les musiciens-compositeurs s'associaient avec des poètes, puis créaient des textes, puis les deux, l'autre faisait la musique. L'un qui faisait le texte, l'autre faisait la musique. Puis, Guillaume l'apprenti sorcier, c'est un texte de Goethe. Puis, moi, j'ai pris cette musique-là. C'est une histoire simple, puis les gens, vous la connaissez, hein, parce que... Walt Disney en a fait du cinéma, une histoire en cinéma d'animation avec Mickey Mouse. Fantasia. Fantasia, c'est ça. Alors, c'est l'histoire de Guillaume qui va prendre... En fait, là, c'est Mickey Mouse avec Walt Disney. Il veut devenir sorcier. Alors, il va rencontrer le grand maître sorcier sur la montagne en Allemagne, quelque part, le long de la rivière du Rhin, je crois, il me semble. Puis... Le grand maître lui dit, oui, tu peux, je vais t'enseigner la sorcellerie, mais tu dois tenir toujours la grosse marmite pleine d'eau. Tu la tiennes au chaud. Puis tu la remplisses tout à fait. Guillaume, tous les jours, il va charrer l'eau. Puis Mané, le grand chef s'en va. Et l'histoire continue. Bon, là, j'ai pas beaucoup de temps pour continuer, mais vous irez l'écouter. C'est un spectacle extraordinaire qu'on a monté avec les élèves. Et on en a fait beaucoup d'autres. Et c'est pas nous qui jouions pour les élèves. Hein. Je peux vous dire que ceux qui étaient sur scène... Tu les confrontais. On les poussait. On les poussait. Puis mes élèves au régulier aussi, je les ai poussés. Ils m'aimaient pour ça, parce que ils m'auraient jamais reconnu ce qu'ils me reconnaissaient si je les avais laissés aller à tendre vers le bas. Non. Alors moi, je poussais la machine et je les lâchais pas. Ça amenait des tensions, mais quand ils voyaient le spectacle, quand ils étaient devant le public, ils savaient ce qui s'en allait. Puis ils savaient qu'ils étaient respectés dans leur personne. Puis je les poussais. C'est Gilles Vigneault qui a dit « J'aurais honte si j'avais pas fait ça. » J'aurais eu honte. C'est un trait commun de tous les enseignants qui sont marquants pour les élèves, c'est qu'ils sont à la fois rigoureux, en même temps humains, compréhensifs, mais en même temps exigeants. Ah oui, on patinait, il fallait savoir patiner. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Nathalie, un petit mot? Moi, je suis vraiment chanceuse parce que j'ai découvert en vous, Monsieur Patrice, un grand
Alors, merci beaucoup. Merci et on beaucoup. conclut avec une dernière pièce. Merci. Bacanas Brasilieras de Héctor Villalobos. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour. Et... See